Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être venus ce soir ici avec nous aussi nombreux. Donc ce soir, on ouvre la saison des Mardis de l'ESSEC. C'est la 54e saison. Donc on est très heureux que vous soyez venus ici. Et je voudrais vous dire deux mots. Alors, comme vous le voyez, on attend encore Monsieur Bocara qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Donc ça va nous permettre de parler un instant ensemble. Alors, notre association est en train de lancer ses recrutements. Donc si parmi vous, il y a des étudiants de première année à l'ESSEC, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Ensuite, je voudrais vous parler en deux mots de l'idée de ce premier débat. C'est un débat pas tout à fait comme on a l'habitude d'en faire, puisque nos quatre invités, Monsieur Lordon, à votre droite, Monsieur Sterdignac, à sa droite, et Monsieur Rameau, à l'extrême, sont venus pour défendre des idées qui sont celles du collectif des économistes atterrés. Ce soir, ils n'auront pas de contradicteurs, et si ce n'est nous-mêmes, deux étudiants, Amaury et moi-même. Et donc, on voulait permettre pour une fois à ce que des idées hétérodoxes soient entendues jusque dans notre école. Donc, je vous souhaite un très bon débat, et je suis sûr qu'il va être animé et fructueux. Merci. Messieurs les économistes, chers publics, bonsoir et bienvenue à ce débat inaugural de la 54e saison des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle WIV. Mesdames, messieurs, je vais vous demander le silence, car ce soir l'heure est grave. Alors que chacun cesse de parler dans la salle et que tout le monde écoute. L'heure est grave, Camille. Mais je sais, Anaïs, voilà 5 ans que maintenant l'économie est désorientée, que tous les indicateurs virent au rouge. Chômage en hausse, accroissement des inégalités, explosion de la dette, gel des crédits bancaires, retour de la gauche au pouvoir, exil de Depardieu en Russie. La maison brûle et nous regardons ailleurs. Chacun vaque à ses occupations. Certains organisent même des apéros groupes de Way. Vous savez ce que c'est, vous, monsieur Rameau, des apéros groupes de Way ? Mais peut-être ont-ils raison après tout. Car ce qui est patent, c'est que ça va mieux. Voici l'ambiance des dernières semaines. Jean-Marc Ayrault annonce, je cite, « La croissance repart ». Arnaud Montebourg prévoit une industrie requinquée d'ici 2025. Enfin, le diagnostic de l'OCDE, qui tablait sur moins 0,3% de croissance fin juin, prévoit aujourd'hui plus 0,3% pour 2013. Comme quoi, une simple faute de frappe peut suffire à rassurer tout le monde. En somme, prosperity is just around the corner, comme le disait si bien Hoover avant le grand crack de 1929. Mais Camille, l'heure est grave, oui, mais pas pour ça, pas pour les raisons que tu évoques là. L'heure est grave parce qu'on en est venu à inviter les économistes atterrés, ici, à l'ESSEC, dans une école de commerce. Oui, tu m'as bien entendu. On s'en remet aux économistes atterrés. Car, messieurs les économistes, vous, votre adversaire, votre véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti et pourtant, il gouverne. Votre adversaire, c'est le monde de la finance. Ou plutôt, c'est le néolibéralisme qui signe le triomphe d'un capitalisme irrégulé qu'incarne entre autres l'ESSEC. Ah ça, on l'avait bien compris que vous nous aimiez pas trop, chers atterrés. Des Mardisiens en ont d'ailleurs fait les frais en mai dernier. Je tiens l'ESSEC pour l'une des institutions les plus importantes, les institutions importantes du capitalisme français. Par conséquent, je ne pourrais imaginer d'intervenir à votre tribune sans procéder d'abord à une critique radicale de votre institution, quitte d'ailleurs à ne parler de rien d'autre. Mais reprenons. Créé en février 2011, le collectif des économistes atterrés rejette le dogme néolibéral et cherche à faire vivre la réflexion collective et l'expression publique des économistes hétérodoxes. Dans un manifeste publié en 2010, vous soulevez 10 fausses évidences qui sont, selon vous, autant d'inepties qui gouvernent les politiques publiques, à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne, les deux étant intimement liés un peu trop incestueusement à votre goût. 10 fausses évidences telles que les marchés financiers sont efficients ou encore l'euro est un bouclier contre la crise. Alors on l'aura compris, vous êtes contre les marchés financiers, contre l'austérité, contre l'euro. Mais d'aucuns vous appellent les économistes atterrants.
pour votre manque d'honnêteté intellectuelle en raison de vos généralisations abusives. Tout le monde n'est pas ultralibéral comme vous le prétendez. Dans votre fameux manifeste, vous faites du capitalisme financier une source insurmontable d'aliénation et d'inégalité. Vous auriez presque pu l'appeler le grand méchant marché. Dommage, le titre était déjà pris par les libéraux David Tesmar et Augustin Landier. Mais monsieur Lordon, commençons par vous, car au mardi, c'est vous qu'on préfère. D'ailleurs, l'instigateur de ce débat, c'est un peu vous. Vous qui avez répondu à notre invitation il y a quelques mois, en assurant que vous accepteriez de débattre à condition de ne venir qu'avec vos copains. Sélecte le Fredo. Étonnant pour un gauchiste de vouloir faire dans l'entre-soi, non ? En tout cas, voilà qui est chose faite. Vous êtes économiste et directeur de recherche au CNRS. Vous êtes l'inventeur du SLAM, que chacun connaît bien évidemment, à savoir le Shareholder Limited Authorized Margin, une taxe qui ponctionnerait sur les profits des actionnaires à partir d'un certain montant pour lutter, selon vous, contre les ravages de la finance. Désormais, passons à vos camarades. D'ailleurs, nous sommes en 2013 et ce sont toujours deux greluches qui présentent 6 mecs sur le plateau. Monsieur Sterdignac, diplômé de Polytechnique et de l'ENSEI, vous commencez en 1975 comme administrateur de l'INSEE, plus polar, tu meurs. Vos thèmes de recherche sont aujourd'hui la politique monétaire, la politique budgétaire et l'épineux sujet du système de retraite dont vous vous intéressez particulièrement depuis 2002. Il y a 2 semaines, vous vous offusquiez contre la réforme Hérault au centre FIAP Jean Monnet, qui est, je vous cite, une réforme qui n'est pas porteuse, mais qui est quand même moins grave que ce que l'on pourrait croire, notamment parce que pour une fois, elle inclut les partenaires sociaux. Enfin, partenaires entre guillemets. Hein. Et sociaux aussi d'ailleurs. Frédéric Bocara, qui est malheureusement pas encore arrivé, est diplômé de l'ENSAE. Il est aujourd'hui économiste et maître de conférences associé à l'université Paris 13, spécialiste des entreprises et du système de crédit, des transports et de l'environnement. Alors c'est un peu le Jones de la bande parce qu'on peut le suivre sur Facebook. Et d'ailleurs, puisque maintenant tout le monde a liké la page des mardis, n'est-ce pas ? Vous pouvez aller suivre celle de Monsieur Bocara. On vous attend tous. Hein. Alors, Monsieur Rameau, vous êtes économiste, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne et professeur à Paris 1. Votre dernier ouvrage, L'État social pour sortir du chaos néolibéral, résonne comme une sorte de solution à la Lénine où l'État planifie tout. Vos domaines de prédilection sont l'État social, la protection sociale, l'économie du travail, la politique économique, bref, vaste programme qui renforce l'idée selon laquelle des gens qui cherchent, on en trouve, et des gens qui trouvent, on en cherche. Bon, du coup, ma blague est tombée à l'eau. Trêve de plaisanterie. Ce soir, chers étudiants, nous vous offrons la chance d'entendre des propos bien différents de ceux auxquels vous êtes accoutumés. Pour l'instant, messieurs les atterrés, ces étudiants en face de vous ne pensent pas tous que les politiques néolibérales ont perdu toute crédibilité et s'apprêtent à s'engager dans ce système économique qui vous fait tant horreur. À tort ou à raison ? Merci et bon débat à tous. Alors, messieurs, vous disposez maintenant d'un droit de réponse si vous voulez échanger, seulement vous, avec les chères jeunes filles qui viennent de vous présenter. Monsieur Lordon ? Ah, c'est pas de refus. Bon, écoutez, c'est très bien parce que finalement, vous avez commencé à faire vous-même, à énoncer vous-même une partie de ce que j'avais envie de dire. Il est vrai que la négociation de ce débat avec vos camarades de l'association n'a pas été de tourpeau. Je plains le camarade Pierre-Étienne Fiquet qui a tout pris en pleine poire, dans tous les sens, etc., qui m'a eu l'air d'être entre le marteau et l'enclume en permanence. Ça n'a pas dû être un pique-nique pour lui, le pauvre. Et en effet, il avait affaire à un mauvais client en ma personne. Donc, il est tout à fait exact que c'est moi qui ai demandé ce format de débat. C'est moi qui ai demandé que nous n'ayons pas de contradicteurs. En tout cas ici, parce que dans la salle, je gage qu'il doit y en avoir quelques-uns. Et je l'ai demandé au nom d'une conception du débat public, du débat contradictoire, qui visiblement n'est pas la conception dominante et qui pourtant me semble bien meilleure à défendre. Je veux dire qu'il faut il y a une représentation commune de ce qu'est un débat contradictoire, dont je ne peux pas exclure tout à fait l'hypothèse qu'elle soit la vôtre, qui est une conception si déformée et si distordue qu'on ne s'en aperçoit même plus. Car enfin, regardez un peu autour de vous, dans l'espace du débat public,
dans l'espace du débat médiatique. Et qui voyez-vous? Qui voyez-vous depuis 30 ans? Toujours les mêmes bobines. Je veux dire, où est le pluralisme dans ces endroits-là du débat public? Il a fallu la crise de 2008 et que le capitalisme manque de calanché, le superbe capitalisme privé, rattrapé par les bretelles par la mama étatique, évidemment, pour que commence à s'opérer un début de transformation, mais alors extrêmement timide, au cours duquel il est devenu possible de dire des choses dans le débat public qui étaient rigoureusement inaudibles et indicibles. À savoir que, en effet, les marchés financiers ont une efficience visiblement assez discutable. Les déréglementations en tous sens n'ont pas engendré le meilleur des mondes promis. L'austérité pourrait bien avoir quelques effets sociaux, mais aussi économiques catastrophiques, etc., etc. Et pour que cette percée remarquable-là soit enfin accomplie, il a fallu qu'un groupe d'économistes hétérodoxes, comme les économistes atterrés, se constitue parce que, collectivement, on est toujours plus fort qu'individuellement et séparément. Alors oui, le pluralisme façon un cheval, une alouette, c'est-à-dire 2% de temps de parole aux économistes atterrés et 98% aux crétins gyroscopiques qu'on retrouve en permanence à C'est dans l'air ou dans tous les débats, ça suffit, c'est exact, et je le revendique. Je le revendique parce que pour une fois que nous avons un isolat où vous pourrez entendre de la pensée hétérodoxe, vous allez vous le farcir. Et je le revendique parce que c'est une conception tout à fait fausse du débat contradictoire que celle qui consiste à réunir des opposants sur une même tribune. Ça n'est pas comme ça que le débat se fait et vous devez le savoir assez. Vous en avez assez vu de ces débats qui tournent à la foire d'empoigne et d'où toute rationalité s'évanouit en l'espace de 5 minutes. Le lieu du débat, ça n'est pas les estrades. Le lieu pertinent du débat, c'est dans les têtes. Le débat contradictoire, il se fait dans la tête des gens. Je suis pour un débat contradictoire à base de monologues unilatéraux. Voilà ma position. Et je le revendique. Merci beaucoup, Monsieur Lordon. Je vous remercie pour cette réponse. Et donc, on aura toute la soirée pour laisser libre cours à cette idée. Maintenant, j'invite nos invités à continuer. D'abord, je voudrais accueillir Monsieur Frédéric Bocara. Merci de nous avoir rejoints et merci d'avoir fait au plus vite. Donc, vous disposiez d'un droit de réponse sur la présentation qui a été faite de vous. Je vous rassure, elle est tout à fait bienveillante. Alors, peut-être qu'on pourrait continuer simplement en vous demandant si vous partagez cette idée qu'il est ce format qu'on a choisi ce soir est une bonne chose pour que vous veniez vous exprimer. Est-ce que vous êtes disposé à partager vos idées devant ce public qui vous paraît habituellement hostile? D'abord, merci de votre invitation. Je pense que effectivement, il y a besoin de pensée hétérodoxe, et la pensée hétérodoxe, elle est variée, elle est diverse. Et l'idée d'inviter différentes personnes est importante. Et en même temps, il y a des éléments de convergence très forts. L'efficience des marchés financiers que nous récusons, donc le problème du dépassement des marchés, c'est en réalité une question à laquelle tout le monde est confronté, aussi bien les entreprises, leurs gestionnaires, que les travailleurs, que les personnes sans emploi. Toute la société est confrontée à ces questions-là. Mais on refuse de se les poser. Donc je pense que de toute façon, c'est important de se les poser tous ensemble. Je vous remercie. Alors, Monsieur Sterdignac, si vous voulez rebondir sur la présentation qui a été faite de vous, ou vous avez... D'abord, je vous remercie de nous avoir invités. Je vous remercie de nous avoir invités. On a quelque chose à se dire, quand même. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous vivrez dans un monde qui ne sera peut-être pas celui que vous pensez. On a une crise. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont engagés dans des études de commerce ou des études de finance dans les années 2000 et qui pensaient avoir des perspectives brillantes, qui pensaient gagner des 1000 et des 100 en spéculant sur les marchés, sans se poser la question, est-ce que mon activité a une quelconque utilité sociale? Est-ce qu'effectivement, à l'avenir, on va continuer à avoir des activités comme les activités financières, la création de faux besoins, les activités publicitaires, qui
finalement se révèle nuisible et non pas socialement utile. Alors peut-être que oui, peut-être qu'effectivement, à l'avenir, ça va repartir et qu'effectivement, vous aurez les brillantes perspectives auxquelles vous vous attendez, mais peut-être, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer, le capitalisme financier est confronté à un certain nombre de crises, la globalisation financière ne fonctionne pas, un jour les peuples s'en apercevront, on a des contraintes écologiques qui vont faire que demain, ce ne sera peut-être pas les grandes entreprises qui vont gérer l'évolution du monde. Il faudra peut-être que la société reprenne en main l'évolution économique et que demain, nous allons vivre dans une société beaucoup plus sobre, beaucoup plus égalitaire que celle que nous connaissons et que le monde néolibéral n'est pas l'avenir obligé de l'humanité. Et donc, ça peut être intéressant pour vous de voir ce que nous avons à dire sur la crise actuelle et les manières dont, ensemble, nous pouvons essayer d'en sortir. Je vous remercie. Alors, on voudrait entrer tout de suite dans le vif du sujet. Si, Monsieur Rameau, vous avez quelque chose à ajouter sur la présentation qui a été faite de vous, vous pouvez encore le faire. Non, très rapidement, puis je vais rentrer dans le vif du sujet, parce que, donc, si je ne m'abuse, non seulement vous avez eu l'audace de nous inviter, merci beaucoup, mais en plus, vous avez choisi comme titre de la conférence « Du capitalisme, faisons table rase ». C'est juste. Bon, ça fait beaucoup. Et donc, je me disais comment je vais prendre le sujet et la façon dont je vais prendre le sujet. Donc, ça va être y compris une remarque sur la présentation qui a été faite. C'est que, en fait, si on y réfléchit bien, le point de vue que je soutiens, c'est que c'est déjà fait. C'est-à-dire du capitalisme faisons table rase, en partie, c'est en partie déjà fait. Et ça veut dire quoi ? Le point de vue que je soutiens, une des questions qui était posée dans le correspondant, c'était la place de l'État. En fait, si on y réfléchit bien, aujourd'hui, nous ne vivons pas, à proprement parler, dans des économies de marché ou dans des économies capitalistes. Le marché existe, bien entendu. Le capital existe. Il domine à certains égards. Mais il ne surdétermine pas tout. Il y a des pans entiers de l'économie qui échappent au marché et au capital. D'ailleurs, marché et capital, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas dans une école de commerce, j'espère que je vais vous apprendre ça. Du moins, je l'espère. Le capital, généralement, il préfère spontanément le monopole. Il faut lui imposer, bien entendu, la concurrence. Mais passons sur le privé. On vit dans des économies avec du privé et du public. Et l'État joue un rôle absolument majeur. Alors, vous connaissez ce chiffre-là. La dépense publique représente 56% du PIB. Quand on entend ce chiffre, même les économistes les plus keynésiens, les moins libéraux, parfois sont gênés, à tort. Parce qu'en fait, on y reviendra dans le débat, en fait, on mélange tout et n'importe quoi dans ce chiffre de 56%. Et je pense que c'est tout à fait légitime que la dépense publique soit de 56%. Il faudrait même qu'elle soit sans doute beaucoup plus élevée. Ça ne veut pas dire, ce chiffre de 56%, que l'État, les administrations publiques, la Sécu, prélèvent 50% de la richesse, puisque c'est ça qui est véhiculé quand on entend ce chiffre. Ce qui est véhiculé, c'est ce que les gens ont dans la tête, c'est l'idée que l'État prélève 50% de la richesse créée par le privé, le seul créé de la richesse, pour financer des fonctionnaires improductifs. C'est ça qui est véhiculé à travers cette notion, ou à travers la notion de prélèvement obligatoire. C'est totalement faux. C'est totalement faux. En fait, donc quelques points d'emblée. Il faut savoir que dans les 1100 milliards donc, de dépenses publiques, il y en a la moitié, 550 milliards, qui sont constitués en fait de ce qu'on appelle des prestations sociales, qu'elles soient en espèces, la retraite, ou en nature, le remboursement des médicaments, ou les allocations logement, par exemple. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des sommes qui sont prélevées par les administrations de sécurité sociale, mais qui sont immédiatement reversées aux ménages. Ça ne fait pas vivre des fonctionnaires. Et ça soutient, bien entendu, leurs revenus et leurs dépenses auprès du privé. Les retraités, ils dépensent leur argent auprès du privé. L'autre partie de la dépense publique, pour l'essentiel, majoritairement, eh bien, c'est le paiement de l'activité productive des fonctionnaires. Parce qu'un fonctionnaire, ça contribue au PIB. Ça augmente le PIB, tout comme un salarié du privé. Et donc, cet après-midi, moi, tout comme mes collègues, on a augmenté le PIB. Et, excepté que mes étudiants, en rentrant dans mon amphithéâtre, ils n'ont pas été obligés de payer un ticket d'entrée. Pourtant, quand je contribue au PIB, il faut bien que je sois payé. Et donc, comment je suis payé ? Vu que le service que je délivre, la production que je délivre est gratuite.
On a choisi socialement de la délivrer gratuitement. Eh bien, je suis payé par l'impôt. L'impôt, ça joue le même prix que la baguette de pain dans une boulangerie. Quand vous rentrez dans une boulangerie, vous ne vous adressez pas au boulanger en disant « Ah ah, heureusement que je suis là pour financer ta boulangerie ». Vous payez votre croissant. Vous jugez que c'est bien normal. Eh bien, payer des impôts, ça a exactement la même fonction. Et de ce point de vue-là, quand j'entends un ministre des Finances, a fortiori de gauche, supposé tel, dire « il y a un ras-le-bol fiscal », je trouve, là, pour le coup, que le débat tombe à zéro. Tombe à zéro, c'est-à-dire que le rôle, bien entendu, d'un leader politique, c'est de faire comprendre aux citoyens que nous vivons dans des économies mixtes. Et donc, je termine. Nous vivons d'ores et déjà aujourd'hui dans des économies mixtes, avec de l'initiative privée. Et ça a du bon, l'initiative privée. Je le pense, c'est peut-être un objet de débat entre nous. Je pense que l'initiative privée, ça a du bon. Je pense que le marché, ça a du bon. Je pense même que le capital, en partie, ça a du bon. C'est une façon de répondre à la question de la délégation de pouvoir pour produire. Par contre, ce que nous montre l'histoire, c'est que le capital, si on laisse au capital, au marché, le soin de prendre en charge des missions qu'il ne sait pas faire, on ne peut pas tout faire dans la vie. Le privé, il est capable de répondre à des besoins privés. Mais tout ce qui met en jeu la part de l'intérêt général qui n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers, il y a une part de l'intérêt général qui est réductible au jeu des intérêts particuliers. Et ça, le privé sait faire. Mais je termine. Alors, sur Lénine, mademoiselle, sur Lénine, parce que vous avez assimilé mon plaidoyer en faveur de l'État social à Lénine, surtout pas. Parce que, je termine là-dessus, la raison pour laquelle nous sommes en partie sortis du capitalisme pur et dur, mais nous ne nous en rendons pas compte, il y a deux raisons. Il y a le point de vue des libéraux qui assimilent l'État au grand méchant, au mal, mais il y a aussi le point de vue marxiste. Et moi, je suis marxiste sur le cœur de l'analyse de Marx. Le capital, c'est le salariat, et il y a de la lutte des classes. Je suis d'accord avec ça. Mais par contre, je pense qu'il faut sortir de Marx et de Lénine pour penser cette grande révolution qu'est l'État social, justement, qui a soustrait au privé des sphères entières d'activité et qui, je pense, est tout à fait progressiste et qui nous donne une voie pour sortir de la crise. Merci, messieurs. J'avais une première question donc, pour lancer le débat. C'est quand on prend le capitalisme au niveau théorique, donc c'est l'accumulation du capital pour se développer, pour investir, pour ensuite développer une activité, etc. Aujourd'hui, on voit bien que le capitalisme ne ressemble plus à ce capitalisme théorique tel qu'il a été créé, enfin tel qu'il a été pensé à la base. Donc, quel est, vous, le capitalisme que vous contestez? Est-ce que c'est ce capitalisme théorique ou est-ce que c'est une forme hybride, une forme différente de capitalisme tel qu'on la voit aujourd'hui? Et donc, comment voyez-vous, vous, le capitalisme aujourd'hui? Qu'est-ce que veut dire le mot capitalisme? Là, je crois qu'il faut repartir des concepts. Le capitalisme, chez Marx, c'est un ensemble de rapports sociaux. Mais des rapports sociaux extrêmement généraux, extrêmement abstraits. Le rapport monétaire, le rapport marchand, le rapport de propriété, et évidemment le rapport salarial, qui est absolument décisif. C'est ça qui fait la différence entre l'économie marchande stricto sensu et le capitalisme à rigoureusement parler. Bon, ces rapports sociaux en eux-mêmes ne déterminent aucune actualisation historique particulière. Le capitalisme, il faut cesser, si l'on quitte un tant soit peu le plan des abstractions conceptuelles, il faut cesser de parler du capitalisme au singulier. Il n'y a pas le capitalisme, il y a des capitalismes, ou il y a des régimes historiques du capitalisme. Et donc lesquels sont-ils à ce moment-là? Enfin, alors, très brièvement. Oui, mais bien sûr. Là, je vais plaider pour ma paroisse théorique, qui est cette école qu'on appelle la théorie de la régulation, où le mot régulation est à la fois très bien choisi et très mal, parce que ça n'a rien à voir avec l'idée de régulons le capitalisme. Enfin, bon, voilà, mais peu importe. La théorie de la régulation est un historicisme économique qui considère ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi invariante universelle et transhistorique du capitalisme. Il n'y a que des séquences d'accumulation du capital particulières, à valeur pendant une époque limitée, soutenues par des configurations institutionnelles spécifiques, et comme toutes les institutions sont emportées par le mouvement de l'histoire, elles se transforment, changent les formes institutionnelles, changent les structures du capitalisme, changent la réalisation historique particulière du capitalisme, de telle sorte qu'on a des régimes d'accumulation qui se sont succédés dans l'histoire. Alors, la théorie de la régulation en a isolé et qualifié plusieurs. Il y avait ce qu'elle a appelé le régime d'accumulation concurrentielle, qui était, disons, celui de la fin du 19e siècle et des 30 premières années du 20e. A suivi le régime d'accumulation qui a été qualifié de fordien, lequel est entré en crise au milieu des années 70, puis a émergé au cours d'une période de transition, a émergé un nouveau régime d'accumulation qu'on va qualifier, pour faire simple, de néolibéral, si vous voulez, mais en tout cas, vous voyez l'idée. L'idée, c'est que
le capitalisme d'aujourd'hui n'a manifestement plus grand-chose à voir avec celui des années 45-75, qui lui-même n'avait pas grand-chose à voir avec celui des 30 premières années du XXe siècle, si ce n'est ces points communs extrêmement fondamentaux. Il y a toujours le salariat, la monnaie, la marchandise, la propriété, mais qui se donnent des réalisations historiques successives tout à fait contrastées. Donc le capitalisme, ce serait seulement un rapport social dominant à dominer. Alors, le capitalisme se définit, entre autres, par ce rapport de domination qui est inscrit dans le rapport salarial. Et celui-ci, il n'a pas changé. C'est le fond éternel du capitalisme. Alors, la question, maintenant, c'est de savoir, c'est précisément, toute la question est là, et c'est une question à double fond. La question, c'est de savoir si le capitalisme, que j'ai appelé, pour faire simple, néolibéral, je pourrais vous donner une qualification analytique à rallonge, qui sera un petit peu lourdingue, mais peu importe. La question, c'est de savoir si ce capitalisme néolibéral est entré en crise. Pour moi, c'est manifeste. Je veux dire que la crise financière n'a rien d'autonome. La crise financière n'est que la manifestation épiphénoménale d'une crise structurelle qui est beaucoup plus profonde, qui est la crise de la macroéconomie installée par ce régime d'accumulation néolibérale. La question est donc de savoir si ce capitalisme néolibéral est en train d'atteindre sa limite, si nous allons entrer dans une nouvelle séquence de l'accumulation du capital, mais laquelle, là c'est l'indétermination exemptée de l'histoire, hein, nul ne peut le dire. Ou bien si, poussant la remise en cause un cran plus loin, la question ne se pose pas de savoir si ça ne serait pas le capitalisme lui-même dont il faudrait contester la légitimité. Je vous donne la réponse très brièvement pour ma part. Je pense que si, du point de vue intellectuel, l'ouverture, ou plutôt la réouverture du chantier théorique de la sortie, le chantier théorique et politique de la sortie du capitalisme se pose maintenant comme jamais, je fais le pari que dans 20 ans ou dans 30 ans, nous serons encore dans le capitalisme. Mais lequel? C'est ça la question. Je vous remercie. Vous me permettez sur le capitalisme? Oui, quel capitalisme combattez-vous en particulier? Le cœur du capitalisme, il y a deux cœurs. Il y a des poumons, on peut développer, mais il y a deux cœurs. C'est l'argent pour l'argent. C'est-à-dire, on est à un moment de la société qui commence à tourner entre le XVIe et le XVIIIe siècle, où tout est transformé en argent, et l'argent sert à faire plus d'argent. Dans un premier temps, on ne perd pas les finalités. Et l'argent pour l'argent va accompagner la révolution industrielle, le développement du machinisme et le fait que les machines qui remplacent les hommes vont être plus efficaces. Les machines qui remplacent les hommes, ça veut dire qu'avec le développement du salariat, les personnes, leur travail, on les compare à de l'argent, on les réduit à de la force de travail, à une marchandise, et on peut tout égaliser, tout comparer. À travers les crises, il y a un développement. Plusieurs phases. Le capitalisme concurrentiel, c'est plutôt le 19e siècle. À la fin du 19e siècle, c'est le capitalisme de monopole, au contraire. Et après 1945, c'est le capitalisme monopoliste d'État, avec un complexe, disons, entre l'État et les monopoles. Mais cette question, donc, de la dictature de l'argent qui a reculé après 1945, et Keynes aussi a attaqué cette question de la dictature de l'argent, qui est à travers la rentabilité, en disant il faut faire des projets même s'ils ne sont pas rentables. Il ne faut pas chercher uniquement l'argent. Grande question. Dans la crise qui s'amorce systémique au début des années 70, les choses se retournent à nouveau et la domination de l'argent revient et se renforce avec un capitalisme mondialisé. Donc cette question du dépassement du capitalisme, c'est celle de la logique de l'argent pour l'argent. Et je conclus sur un point. Pourquoi il s'agit de faire table rase du capitalisme et pourquoi la table rase est posée, mais n'est pas réalisée du tout. Parce qu'on a une nouvelle société qui monte. Les aspects humains, éthiques, civilisationnels, non délégataires, bien sûr, mais même le cœur du cœur qui est la technologie. Avec ce que nous appelons, et là, nous avons chacun nos écoles et nos chapelles, la révolution informationnelle, où c'est l'information qu'on peut transférer, qui est séparée des hommes, qui est dans les machines, et une information, ça se partage. C'est pas comme une machine qui est ici ou là. Une information, c'est simultanément à plusieurs endroits. Pose les questions du partage. Et donc du dépassement des règles de l'argent pour l'argent. Et pose les questions du développement des capacités humaines ou des services publics, non seulement pour un souci éthique ou social ou prosaïquement de demande, mais pour un souci d'efficacité économique, jusqu'à la question du bien commun humain. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, sont posées dans les faits cette question du dépassement, jusque dans les multinationales qui cherchent à gérer des biens communs mais de façon privée. Elles sont posées, mais elles se confrontent avec la domination des institutions héritées, de la financiarisation et de l'argent pour l'argent. Et c'est ça qu'il s'agit de dépasser avec des règles précises,
avec des critères, avec toute une rigueur, sans jeter et sans faire table rase en réalité du passé. On ne fait jamais du passé table rase, sinon il revient. Merci. Merci. Alors, peut-être, Monsieur Stadignac, si vous voulez répondre à votre tour à cette question, si vous aussi vous êtes donc d'une certaine manière opposé au capitalisme, de quel capitalisme s'agit-il ? Vous savez qu'on a eu grosso modo un compromis jusqu'en 1980, un compromis entre le capital et le travail. On a eu les 30 Glorieuses, on a eu le développement de la protection sociale, on a le modèle social européen, le modèle social français, dans lequel, comme l'a dit Christophe, il y a 50% de capitalisme et 50% de socialisme, pour caricaturer, mais bon, ça, oui, il y a une domination, mais en même temps, il y a autre chose, quoi. Il n'y a pas que le capitalisme. Bon, voilà. Et ce compromis, il a été remis en cause par la contre-révolution néolibérale en 1900, au début des années 80. On a eu un essor de la globalisation financière, un essor de la mondialisation, et puis qui a remis en cause, d'une certaine façon, la manière, ce compromis, plus ou moins selon les pays, plutôt moins en France, ce qui nous pose des problèmes spécifiques. Et puis maintenant, on a cette crise financière, et cette crise financière, il y a grosso modo deux manières de la résoudre, pour aller vite. La première, ça consiste à dire, il faut aller plus loin dans le capitalisme financier. On n'est pas allé assez loin. Il faut étendre le champ du capital. Notamment en France, notamment en Europe, il faut que le capital puisse investir l'éducation, la retraite, la santé. Il faut diminuer les dépenses publiques, il faut diminuer les dépenses sociales, il faut diminuer les impôts. Il faut retrouver la pureté du capital tel qu'il peut exister dans son... Il faut renoncer à ce compromis. Et puis, le problème que nous avons aujourd'hui et contre lequel nous avons écrit le manifeste, c'est qu'effectivement, cette offensive néolibérale s'est renforcée avec la crise, où on tire parti des difficultés des finances publiques, qui sont dues elles-mêmes à la crise du capitalisme financier, pour dire il faut absolument réduire les dépenses publiques. Vous avez vu, le patronat aujourd'hui est dans une grande offensive en France. Il veut absolument ces 100 milliards pour modifier en quelque sorte le partage à sa faveur. Et le problème, c'est qu'il faut, de notre point de vue, ce n'est pas la bonne réponse aux questions qui sont posées, parce qu'au contraire, on a besoin de plus de socialisation. Si demain, effectivement, on a besoin de répondre aux défis écologiques, il va falloir une société moins marchande, il faut plus d'éducation, plus de santé, et donc, le projet du capitalisme, il va se heurter aux exigences de l'évolution économique. Et c'est pourquoi on essaye de penser les ruptures nécessaires en disant, les classes dirigeantes, eux, ils ont leur projet qui marche. On voit ce malheureux gouvernement qui est arrivé au pouvoir. Merci, monsieur Tout de suite, on lui a dit, réduisez les dépenses publiques, sinon vous aurez les pires problèmes, et il a accepté de le faire. Monsieur Stadignac, on va peut-être laisser Merci. parler monsieur Rameau très brièvement sur ce sujet avant de passer à autre chose. Merci beaucoup. La question était quel capitalisme combattez-vous ? Quel capitalisme ? Je pense que, moi, c'est mon point de vue, c'est que on vit dans des économies mixtes, en fait. Le problème, c'est qu'on ne l'assume pas. Ce qui est valable pour la France est valable pour les États-Unis. Le taux de scolarisation dans le public, pour le primaire et le secondaire, est supérieur c'est-à-dire les gros effectifs, est supérieur aux États-Unis à ce qu'il est en France. On est en dessous de la moyenne de l'OCDE, il faut dire en France, avec
l'enseignement privé sous contrat. Donc l'État social, c'est-à-dire les services publics, la protection sociale, la régulation des rapports de travail avec le droit du travail, les politiques économiques, dans un sens keynésien, tout ça, ça existe en fait dans tous les pays du monde. Le problème, c'est que c'est pas assumé. C'est pas assumé. On n'a pas pensé en fait cette révolution qui s'est déroulée durant tout le XXe siècle. Et donc l'enjeu, de mon point de vue, maintenant on a la preuve depuis 2008, ce qu'on racontait en solo, si je puis dire, en chambre, les économistes, ça va, on n'avait pas constitué notre collectif à l'époque, mais enfin on était déjà sur cette position, que le capitalisme libéral nous conduit à la catastrophe. Enfin depuis 2008, c'est évident. Le capitalisme libéral nous conduit à la catastrophe. Et le gros problème, c'est comment en sortir. Ce qui fait la force du néolibéralisme, c'est pas ses promesses. Peut-être que certains ici y croient encore un peu, mais enfin, c'est votre problème. C'est a fortiori pas ses réalisations. C'est le fait qu'on n'a pas d'alternative cohérente à lui opposer. Et de mon point de vue, l'alternative cohérente, ça suppose de dire que... Alors, il y avait une alternative durant tout le XXe siècle. Et en fait, on est en train de payer ça. On est en train de solder les comptes du XXe siècle. Le XXe siècle, c'est le siècle du communisme. Enfin, de l'opposition capitalisme-communisme. C'est-à-dire ceux qui étaient contre le capitalisme, ils étaient pour le communisme. Très bien. Bon, 1989, de ce point de vue-là, a tourné la page. A tourné la page, et on est encore... Le problème, c'est que cette page n'est pas complètement tournée. Et le point de vue que je soutiens, c'est qu'en fait, l'alternative, elle est, comme Marx en avait une intuition, mais sur un autre registre, quelque part. Elle est déjà là, sous nos yeux. Il y a des pans entiers d'activités qui échappent au capital, parce que c'est bon pour la société. Et ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'initiative privée, bien entendu. Par contre, il faut l'initiative privée, le capitalisme libéral, donc c'est ce modèle-là qu'il faut remettre en cause, qui a réemporté la mise à partir du début des années 80, qui a mis en œuvre son offensive. Bon, plus de 30 ans plus tard, on s'aperçoit de son bilan proprement calamiteux. Et ce qui est valable, de façon générale, est valable pour l'entreprise, je termine là-dessus. Il y a différentes formes d'organisation des entreprises. Ce qu'on regroupe derrière capitalisme, on parlera peut-être de la crise de la zone euro, du fait que l'Allemagne a une politique macroéconomique absolument scandaleuse depuis des années qui explique le fait que la zone euro est dans une situation absolument terrible. Bon, donc l'austérité salariale, etc. Mais enfin, il y a un bon côté du modèle allemand. C'est qu'en Allemagne, on ne méprise pas les travailleurs. En Allemagne, les travailleurs, y compris manuels, en France, on est le seul pays au monde où si on n'est pas cadre, on ne peut pas être fier de son métier. On est une... Vous voyez ce que je veux dire ? Et si on n'a pas le bac S, on est une... Ça fait 15% des gens à chaque fois. Il n'y a que 15% des gens qui sont cadres, 15% des gens qui ont le bac S. Ça veut dire que la France, on méprise 85% de notre population. En Allemagne, ce n'est pas le cas. En Allemagne, les travailleurs, y compris manuels, ils sont respectés. Et donc il y a un modèle d'entreprise, qui est un modèle partenarial, ça c'est le bon côté du modèle allemand, qui est totalement opposé au modèle anglo-saxon qui malheureusement s'est imposé en France ces dernières années. Et qui est totalement inefficace à la fois d'un point de vue macroéconomique, mais y compris d'un point de vue microéconomique en termes de gestion des entreprises. Donc on voit bien que dès qu'on gratte un peu, les alternatives, moi je pense qu'il faut à tout prix se battre pour qu'on ait une conception partenariale dans l'entreprise. Enfin, une entreprise, c'est pas fait que pour cracher de l'argent au service des actionnaires. Il y a plusieurs partenaires dans une entreprise, il y a éventuellement les actionnaires, enfin il y a parfois des entreprises où il n'y a pas d'actionnaires, d'accord, privés, bon. Mais il y a des salariés, il y a des dirigeants, il y a des fournisseurs, il y a des clients. Tout ça doit être associé d'une façon ou d'une autre à la gestion de l'entreprise, de façon, y compris, à ce que l'entreprise soit performante. Et pour le coup, on peut associer la justice sociale et la performance économique. Merci beaucoup, Monsieur Rameau. Alors, je pense que maintenant, on aura tous bien compris la spécificité de votre critique, ce que vous reprochez à quel type de capitalisme. Maintenant, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez peut-être un petit peu, c'est la spécificité de votre réponse. C'est-à-dire, quel est votre collectif donc, des économistes atterrés a été constitué il y a presque 3 ans, jour pour jour. C'était le 7 septembre 2010. Alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la spécificité de votre réponse ? Est-ce que la bonne solution est celle d'économistes en chambre, c'est-à-dire que vous êtes tous professeurs. On vous reproche souvent l'absence d'économistes d'entreprise dans votre collectif. Alors, est-ce que c'est une chose qui a changé ? Est-ce que votre réponse est réellement efficace ? Est-ce que ce que vous attendiez de ce manifeste est advenu ou est-ce qu'au contraire, pour l'instant, ce n'est pas le cas ? Moi, je voudrais dire juste un mot en préalable, c'est que passé l'étourdissement du début du débat, je prends progressivement conscience des conditions dans lesquelles il est en train de se faire. Et j'ai réalisé avec horreur qu'il y avait ce truc-là. Donc ça ressemble à une espèce de live tweet. J'ai bon, ça doit être vous les deux coupables, c'est ça. Alors là, si vous... Non, mais ça, c'est abominable. Donc je vous demande une chose. Lordon déclare, le live tweet, c'est l'horreur.
Ça, vraiment, hein. Ça, vous voyez, c'est des trucs terribles. C'est des trucs c'est des distorsions de débat, cette espèce de publicité permanente, des caméras, des enregistrements, tout ça. Et maintenant, alors, grande ouverte sur l'Internet en direct, c'est vraiment terrible. J'ai pris conscience aussi que nous parlions sous les figures tutélaires de le Mazars, le Web, je ne sais pas ce que ça fait, et le groupe La Poste. Et que si on me demande à quoi ressemble, on a beaucoup de chance, mais j'aimerais que surtout vos sponsors n'aient pas fait le trajet pour rien. Le groupe La Poste, si vous voulez, mon anticipation, c'est que c'est un Orange en devenir. Comme souvent les entités publiques qui faisaient plutôt bien leur boulot, quoi, compte tenu en général des conditions matérielles plutôt misérables dans lesquelles ils devaient exercer leur activité, et qui sont privatisés en grand parce que le marché c'est bon, la logique actionnariale c'est bon, etc. Et je pense que La Poste est bien partie pour se terminer à coups de suicide, à coups de harcèlement, à coups de produits frelatés qui seront refilés par les conseillers sous pression, etc. Et par quelques monumentales gamelles dans un coin obscur des marchés financiers, façon Dexia, etc., parce qu'ils auront voulu jouer les caïds de la mondialisation, aussitôt libérés des chaînes du service public. Donc vous voyez, ça fait... Et nous sommes en train de parler de régression de la marchandisation dans ces conditions. C'est toujours un peu particulier. Monsieur Dorn, vous critiquez, mais enfin, comment vous rendez votre critique performative à un moment? Mais ça c'est pas moi qui l'appartient. Vous allez à La Poste, vous allez chez Wiv. Non. Mais bien sûr, je vais à La Poste. Parce que et si j'avais des enfants, si ça se trouve, je les enverrais dans l'enseignement privé. Je peux même pas l'exclure. Et vous savez pourquoi? Et je ne trie pas mes déchets, et des fois mes robinets ont la goutte au nez. Et je vais vous dire pourquoi. Cette question-là c'est vraiment, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est une question qui est une expression quasiment pure et parfaite de la métaphysique néolibérale, c'est-à-dire qui fait peser sur les individus séparément la charge de changer le système. Les individus jouent le jeu dans le système comme il est. Et moi, pour envoyer du courrier, j'ai besoin de La Poste. Et même si La Poste se comporte de manière ignominieuse, je dois en passer par La Poste, si vous voulez. Et donc, en fait, par exemple, attendez, j'ai de la marque partout sur mes sur les fesses. Hein. Ça, c'est Zara, ça, c'est Gap, etc. Donc, je veux dire, c'est des gens que je n'aime pas. Mais en même temps, je ne peux pas aller cul nu, vous comprenez? Donc, si je voulais être conséquent, je veux dire, même si j'avais des fringues achetées au marché ou je ne sais pas quoi, qui m'auraient coûté 2,50 €, ça n'empurerait pas moins la transpiration d'un ouvrier exploité quelque part au Bangladesh, etc. Donc les individus sont plongés dans les structures de l'économie capitaliste. Il ne faut pas leur demander séparément de les vaincre à eux seuls par la force de leur petit comportement individuel. On peut trier les déchets tant qu'on veut, je veux dire, pendant que la Chine rentre dans la mondialisation charbonnière, vous voyez ça d'ici, ou fermez vos robinets, ça, je veux dire, ça fait faire à Veolia l'économie de l'entretien de son réseau, quoi. Bon, donc vous voyez, c'est des trucs qui se jouent à des niveaux extrêmement élevés, là où on configure les grandes structures, celle de la concurrence, celle de la financiarisation, etc., etc. Et moi, je pense que les libéraux sont des grands marxistes à l'état pratique. Mais justement, on voit bien là, votre vision marxiste. Enfin, on n'est qu'un homme face à l'histoire, on ne peut rien. Très bien. Mais vous, en tant que groupe d'économistes atterrés, comment vous faites porter votre critique? C'est pas qu'on peut rien, c'est qu'on... Vous n'êtes pas emporté par les forces historiques. Mais bien sûr que justement, si, comme tout le monde. Mais vous vous révoltez contre. Ah mais ça n'a. Je veux dire, ces deux propositions ne sont pas contradictoires. Mais à ce moment-là, mais pourquoi se rebeller alors si ça ne sert à rien et qu'on va être... mais parce que, écoutez, je vais vous dire, si je me laissais aller jusque dans ces dernières conséquences à l'analyse rudement lucide que je prends du monde, j'irais me chercher une grange avec une corde, quoi, et ça serait terminé. Mais heureusement, comme Spinoza l'a dit, la connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu'elle est une connaissance vraie. Et donc, je suis plus en colère que je ne suis rationnellement lucide. Alias, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre et patati et patahouette. Vous voyez, c'est ce genre de trucs qui nous meuvent. Et des fois, on a des coups de calgon et on se sent vraiment très minoritaire et très dominé par tout. Je veux dire, on vit dans un système qui est incroyablement hostile, qui est incroyablement adverse, qui ne nous a jamais laissé la parole pendant 30 ans. Enfin, vous voyez, donc, comment nous faisons? Nous ramons à contre-courant comme nous pouvons. Bon, voilà, alors on s'est réunis, et puis on fait ça. Ça fait un petit quelque chose, c'est pas génial, mais c'est mieux que rien, quoi. D'abord, on est encore dans un pays démocratique, donc c'est la contradiction le problème du capitalisme, c'est qu'on est quand même dans un pays démocratique, ça. Bon. De moins en moins, en fait, parce que les grandes décisions
Maintenant, elles sont prises par des organismes indépendants. Il y a la Banque centrale qui est indépendante, on a le Haut Conseil des finances publiques qui est indépendant, on va avoir de plus en plus ce poids des organismes indépendants. On a des médias qui, pour une grande part, appartiennent au capital, au grand capital. Je veux dire BFM TV ou telle ou telle chaîne de radio, elle choisit d'inviter telle ou telle personne, et les médias, à un moment donné, c'est tous le même discours. Actuellement, il y a le discours épouvantable, on culpabilise ce malheureux gouvernement en disant « Mais c'est pas vrai, vous faites pas assez de baisse des dépenses publiques ». Bon, ce qui est quand même assez prodigieux. On est en situation où il y a 3 à 4 millions de chômeurs. Et on reproche au gouvernement d'avoir embauché des 60 000 fonctionnaires. On reproche au gouvernement de faire des emplois aidés, c'est-à-dire de faire que des jeunes en difficulté aient effectivement un emploi. Donc il y a un poids énorme du système. Et nous, notre rôle, c'est essayer quand même de faire entendre autre chose et de mobiliser les mouvements sociaux, les forces, et d'aider à la mobilisation des mouvements sociaux, des forces syndicales, pour défendre ce qui peut être défendu et pour ouvrir d'autres voies. En France, on a quand même résisté. On a maintenu un niveau important de protection sociale, et puis on a eu des victoires. Regardez, par exemple, la retraite par capitalisation, les fonds de pension n'ont pas réussi jusqu'à présent à s'imposer en France. Donc on a notre voix, et c'est important qu'effectivement, on puisse l'exprimer. Merci. Oui. Alors, je comprends maintenant la spécificité de votre réponse, mais alors, je voudrais savoir si vous êtes à même, à ce jour, de proposer ce qu'on pourrait appeler un programme d'action. Alors, ce qui va être difficile, je pense, c'est de hiérarchiser les réponses qu'on peut apporter à cette situation qu'on a critiquée. Alors, d'aucuns proposent l'évaluation des politiques publiques. Est-ce que c'est un mot qui vous fait frémir ? Est-ce que vous allez être d'accord sur ce point pour refuser cette méthode, ou est-ce que, au contraire, vous avez déjà un plan d'action ou quelque chose de cet acabit ? Écoute, déjà, moi je travaille dans l'administration économique et statistique. Je ne sais pas ce qui a été dit tout à l'heure. Je suis par ailleurs à l'université, et donc les questions d'évaluation et de relation à l'État, on les connaît bien, leurs biais, les copies retoquées quand on ne dit pas les choses comme il faut, on les connaît. Et nos trous noirs d'observation qu'on ne veut pas voir, notamment ces questions du coût du capital qui sont en train de monter. Alors, parce qu'il faut voir pourquoi nous avons vu la crise, et pour un certain nombre d'entre nous, 1 ou 2 ans, 10 ans avant, on disait c'est une folie, mais 1 ou 2 ans avant, on sentait que les choses étaient en train de devenir folles et proches d'exploser. Je l'ai écrit. Pourquoi ? Cette histoire du capital, nous sommes obsédés par ce pouvoir du capital, par le capital financier et sa logique. Mais il écrase toute la société. Donc, notre voix n'est pas assez entendue. Mais elle parle de quelque chose qui écrase chacun et tout le monde. Mais vous avez une Nous tribune là, parlons donc, de l'efficacité pour tout le monde. Pardon, mais excusez-moi, je suis un peu méditerranéen. Donc, chez moi, on vient de Tunisie. Je suis désolé, on s'enflamme plus que ça encore. Désolé. Mais ce qu'on ne veut pas voir, c'est à quel point, dans les prétendues réponses à la crise, on est en train de faire encore pire. Notre intervention dans le débat public, qui se fait auprès des citoyens, auprès des salariés, qui sont aussi une composante majeure des entreprises, elle a permis de mettre en lumière, dans le débat français spécifiquement, la Banque centrale européenne comme un objet politique qui agit et qui devrait agir autrement. Et dans beaucoup de pays, on nous dit « Oh, quelle chance vous avez en France que la Banque centrale européenne soit si connue !» On a même jusqu'à mon collègue Benoît Cœuré
qui leur verse des larmes de crocodile, c'est le Français qui est représentant à la Banque Centrale Européenne, en disant les 1000 milliards d'euros que la Banque Centrale Européenne a donnés aux banques, pourquoi ne vont-elles pas aux PME? Donc ça, c'est une question qui n'est pas une question des intérêts. Bah non, c'est ce que j'allais vous C'est notre bataille politique, parce que c'est pas dans les autres pays qu'on pose cette question de la Banque Centrale Européenne. Mais en France, on n'entend que ça. Enfin, elle n'est que contestée, la Banque Centrale Européenne. Mais précisément. Donc nous avons aussi notre côté fort de la force. Donc maintenant, vous êtes entendu, si vous me permettez, parce qu'il faut dérouler une logique, les alternatives que nous proposons, c'est pas dire jetons la Banque Centrale Européenne, cassons tout, ou bien Inch'Allah, demain, les traités seront changés. Il faut un tout autre crédit. Nous disons la Banque Centrale Européenne, elle doit par exemple faire comme actuellement, prendre les dettes, mais sans mettre les conditions antisociales. Et ça, c'est possible avec la construction européenne actuelle. Ce n'est pas dans le débat politique. Nous disons, j'ai écrit ici avec Edwin Le Héron, et ici c'est Henri qui a le livre qu'on avait écrit il y a 1 an et demi, et avec Dominique Plion, nous disons il faut un autre crédit avec une toute autre sélectivité. Parce que les entreprises sont écrasées, les forces de développement sont écrasées par la sélectivité actuelle. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes inaudibles sur cette logique-là. Voilà la difficulté actuelle. On a bien créé une banque publique d'investissement pour créer de nouveaux moyens de crédit. Enfin, donc, alors je vais vous raconter une histoire. Donc vos idées sont... Je suis allé à Lannion faire un débat pour les atterrer. Le soir en ville et l'après-midi dans Alcatel. Vous savez, à Lannion, il y a un peu un cluster de télécom, il y a Orange, enfin France Télécom R&D, et puis il y a Alcatel, à peu près 900 salariés, 200 suppressions d'emplois à peu près. Je ne me rappelle plus exactement les chiffres, ça date de novembre-décembre dernier. Plein de suppressions d'emplois parce qu'ils manquaient d'argent, ils sont allés voir une banque. Qui leur a prêté à Alcatel? Alcatel, c'est une entreprise technologique encore très performante. Leader dans les câbles, leader dans les centraux pour Internet, etc. Qui leur a prêté? Goldman Sachs. C'est pas mal ça, hein? Et quelles conditions a mis Goldman Sachs? Vous connaissez peut-être ça mieux que moi, je ne connaissais pas. Des covenants, je ne connaissais pas ce mot-là, qui sont des ratios financiers chaque trimestre. Et si les covenants ne sont pas respectés, eh bien ils ont une idée que nous, Français, on n'aurait pas eu, bien meilleure que la nôtre. Ils raflent les brevets. Ouais. Alors j'ai discuté avec les salariés. C'est l'intersyndicale, et puis c'était bien parce qu'ils n'ont pas l'habitude de discuter de questions politiques et économiques, ils sont un peu dans leur jus. Donc on discute, ils disent « Ah, on pourrait faire une loi contre ça !» Je dis « Oui, on peut faire toujours une loi contre le monsieur qui a levé la jambe droite, mais on peut tout de suite utiliser une action positive. Pourquoi la Banque publique d'investissement, et je reviens à ce que vous dites sur la Banque publique d'investissement, pourquoi la Banque publique d'investissement, c'est pas elle qui prête à Alcatel, et avec de toutes autres conditions, parce que c'est quelque chose de public. Et il faut mettre en cause, effectivement, les responsables politiques. Il y a toute une construction à faire là-dessus. Mais cette réorientation du crédit, elle va se heurter effectivement à la logique. Donc vous voyez, les questions sont posées de façon frontale, mais elles sont obscurcies effectivement par les médias, par le débat d'idées, par le manque de temps, l'inculture. Voilà l'enjeu énorme qu'on a. Nous, on fait confiance à la culture, au savoir et finalement à ce qui travaille la société. Merci. Alors peut-être, Monsieur Ramos, si vous voulez poursuivre, je voudrais que vous développiez un point. En fait, si j'entends bien, vous défendez vigoureusement la dépense publique. La difficulté qui se pose à vous, c'est de prouver qu'elle va être efficace. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce point? Tout d'abord, moi, le principe général de l'évaluation des politiques publiques, bien sûr que je suis preneur. Bien sûr que toute politique publique, l'impôt c'est important, donc bien entendu, ça mérite un contrôle, ça mérite d'être évalué, ça mérite d'être débattu, bien entendu. Alors après, le problème, c'est quand on transforme cette évaluation des politiques publiques en instrument systématique pour démanteler l'intervention publique. Là, ça crée un petit problème, vous voyez ce que je veux dire. Mais le principe en lui-même de l'évaluation des politiques publiques, ça ne me dérange absolument pas. Bien sûr, un fonctionnaire se doit en permanence, son travail, enfin en permanence, il ne faut pas non plus harceler les gens. Mais voilà, il y a bien entendu une logique d'évaluation qui, moi, ne me dérange absolument pas. Tout dépend de la logique dans laquelle c'est fait. Si la logique, c'était de dire aux fonctionnaires, écoutez, vous avez un travail très, très important, l'impôt, c'est important, donc il faut essayer de réfléchir tous ensemble pour travailler mieux, pour satisfaire encore plus efficacement le besoin des citoyens, voilà, pour que vous vous sentez mieux dans votre travail, valoriser. Mais les fonctionnaires sont bien entendu preneurs. Si on transforme l'évaluation
en un instrument où on insécurise en permanence les fonctionnaires, tout comme on insécurise en fait toute la société. Le modèle néolibéral, le modèle de management, le modèle néolibéral, vous êtes bien placé pour le savoir en étant jeune, c'est l'insécurisation permanente. Voilà. Et donc, bien entendu, là, on est dans une autre logique. Donc tout dépend, effectivement, qu'est-ce qu'on met comme contenu sur l'évaluation. Alors, après, sur la dépense publique, quelques illustrations. En France, la dépense publique, c'est 56% du PIB. Aux États-Unis, c'est moins. Aux États-Unis, la part des prélèvements obligatoires, c'est un peu plus de 30%. En France, on est à 45%. Bon. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, ils ont fait un choix qui est qu'il y a des services publics aux États-Unis. Il y en a même qui existent aux États-Unis qui sont plus développés qu'en France. La gestion de l'eau aux États-Unis, c'est public. Ça fait des années que les multinationales françaises de l'eau essayent de s'implanter sur le marché américain et les collectivités locales américaines, pour l'instant, disent « niet ». Pas en russe, mais enfin, passons. Bon. Alors, qu'est-ce qui explique que les prélèvements obligatoires, que la dépense publique soit plus faible aux États-Unis ? Parce qu'ils ont fait le choix sur certains domaines essentiels, comme la santé, de confier ça plus au privé. Donc aux États-Unis, il y a de la retraite publique. C'est même important, c'est ce qu'ils appellent la social security, c'est ce qu'ils appellent la sécurité sociale. Tous les Américains connaissent la sécurité sociale. C'est leur carte de retraite publique. Il y a d'ailleurs un régime unique. C'est plus socialisé qu'en France, quelque part. Il y a un régime unique, ça fonctionne en répartition, moite-moite de cotisation salariée, moite-moite de cotisation employeur. Bon, il y a des fonds de pension, mais ça représente qu'une minorité des retraites. Là où ils ont été beaucoup plus loin, donc il y a les fonds de pension, bien sûr, mais là où ils ont été très loin en matière de privatisation, c'est sur la santé. Il y a de la santé publique. Medicare pour les plus de 65 ans, c'est quand même pas rien, c'est généralement là qu'on est malade, et puis Medicaid pour les pauvres. Mais enfin, la majorité des Américains ne bénéficient pas de la santé publique. De plus en plus. Avec la dernière réforme d'Obama, qu'il a fait passer en 2009 à son arrivée au pouvoir. La réforme Obama, elle a un peu élargi les possibilités de recourir au système public, l'option publique, comme disait, mais enfin, elle s'est essentiellement traduite par le fait que l'État américain va subventionner la possibilité pour les Américains de souscrire une assurance privée. D'accord ? Donc ça en fait élargi le champ des assurances privées, fondamentalement. Bon, mais je reviens sur le cœur du sujet. Donc la majorité des Américains sont couverts par le privé. Très bien. Qu'est-ce qui se passe à la fin de chaque mois ? Parce qu'en fait, ce n'est pas les Américains qui, individuellement, sur le trottoir, vous rentrent dans une compagnie d'assurance en disant « je voulais m'assurer ». Non. En fait, quand vous êtes salarié américain, la chose que vous négociez avec votre entreprise, ce n'est pas simplement votre salaire net, vous négociez aussi, dans le package, la complémentaire santé, enfin la santé, la couverture santé, et puis la complémentaire retraite par capitalisation. Voilà. Ça fait partie de la négociation salariale, puisque sinon, ça... Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de chaque mois ? À la fin de chaque mois, les entreprises américaines payent moins de charges sociales. Mais qu'est-ce qu'elles payent ? Elles payent des prélèvements privés. Elles payent des cotisations privées. C'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. Elles s'y sont engagées auprès de leurs salariés. Elles ont signé un contrat avec les compagnies d'assurance privées, avec les fonds de pension pour la retraite. Et donc, les prélèvements privés sont beaucoup plus importants aux États-Unis que les prélèvements publics. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace ? Les Américains, les États-Unis consacrent 18% de leur PIB pour la santé. Ils dépassent, c'est un record du monde, absolu. On sait que les dépenses de santé ont tendance à augmenter quand le PIB augmente par habitant, c'est normal, plus on est riche, mieux on se soigne. Mais eux, ils explosent par le haut les dépenses. Et donc, en fait, qu'est-ce qui coûte cher ? C'est le recours au marché. Alors, il y a les profits des trusts pharmaceutiques, tout ça. Mais c'est même pas ça l'essentiel. C'est le recours même au marché qui coûte cher. Pourquoi ? Aux États-Unis, il y a un marché fantastique pour les jeunes, qui font notamment des écoles de commerce ou des études d'économie. C'est le métier d'actuaire au service des assurances privées de santé. C'est-à-dire qu'en fait, on estime que les frais de gestion de l'assurance privée de santé, c'est 40% du budget de la santé privée américaine. En France, les frais de gestion de la Sécu, c'est moins de 5%. Pourquoi ? Parce qu'il y a des milliers de jeunes dont le boulot, ça consiste à être embauché par une assurance privée, comme actuaire, à aller dans les entreprises pour dire « Bonjour, je suis de la compagnie Intel, je viens étudier vos populations, quelle est la pyramide des âges, combien il y a de femmes qui sont susceptibles d'être enceintes, des risques professionnels, etc. » Et tout ça coûte une fortune. Donc le marché, il a son efficacité. Vous n'allez pas me faire dire à moi que le marché, il faut le supprimer. Non, arrêtons ces bêtises. Mais le marché, il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Par exemple, pour prendre en charge la stabilité financière, des besoins sociaux comme la santé, la retraite, pour assurer le plein emploi, eh bien, le capitalisme libéral, ça ne marche pas. Le marché lui-même, ça ne marche pas. On a un exemple là saisissant. En France, on est à 12% pour les dépenses de santé.
Si je reviens sur la gestion de la sécurité sociale en France, on voit bien que depuis, alors je ne saurais pas dire combien d'années, mais elle est en déficit. On a fixé des objectifs à atteindre pour le budget de la sécurité sociale, ils n'ont jamais été atteints. Henri, Et Henri, il nous dans les provoque. dépenses, non Il nous provoque, là, Henri. Ah bon, je blague. Alors, dites-moi. Vous blaguez. Je sais pas, actuellement, s'il y a un défi... Aujourd'hui, c'est plus ou moins revenu à l'équilibre, mais c'est parce qu'il a fallu couper dans certaines dépenses et dérembourser certains médicaments. Enfin. Actuellement, depuis la crise, hein, si on a un problème de déficit de la sécurité sociale, c'est à cause de la crise. Hein, on a eu une crise. La crise, elle nous a coûté 6% d'emplois. Ces 6% d'emplois, c'est des cotisations qui ne rentrent pas. Et donc, actuellement, on est dans une histoire de fou. Il y a eu la crise, les cotisations ne sont pas rentrées parce qu'il y a du chômage. Et au lieu de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher du plein emploi, qui est une question difficile, délicate, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on va faire des ponctions sur la sécurité sociale. Et le problème, c'est que le gouvernement s'est engagé bêtement dans ce truc. Hein. Vous avez vu Hérault qui brusquement découpe, il faut faire des économies sur les familles. Il y a 2 milliards de déficit. D'où vient le déficit de la branche famille? Il n'y a pas de mystère. Les 2 milliards qui manquent, c'est justement les cotisations qui manquent à cause de la crise. Et donc, il y a tout un jeu avec le déficit de la Sécu, qui est un prétexte pour faire des baisses de dépenses de santé. Et par ailleurs, il est légitime que les dépenses de santé aient tendance à augmenter tendanciellement, tout simplement parce que on veut se soigner mieux, il y a plus de personnes âgées, c'est légitime, c'est pas scandaleux. Le problème, c'est que on refuse d'augmenter les cotisations. Et ça pose une question effectivement intéressante. Ce qu'a dit Christophe, c'est effectivement, il faut comparer l'efficacité des différents systèmes. Regardez, la Sécu dérembourse, du coup, les entreprises mettent en place des complémentaires santé. Les complémentaires santé, c'est coûteux, parce que ça duplique la sécurité sociale. Au lieu d'étendre la sécurité sociale, on fait des complémentaires santé. Ces complémentaires santé sont en concurrence. Et on s'aperçoit la semaine dernière, il y a le grand scandale de l'optique, qui est qu'il y a un jeu pervers entre les complémentaires santé et les opticiens, qui fait que finalement, on dépense des 1000 et des 100 parce qu'on n'a pas eu le courage de maintenir une sécurité sociale maladie universelle qui contrôle effectivement les dépenses. Et c'est pareil pour la retraite. Hein. Les pays qui ont les fonds de pension, c'est extrêmement coûteux en termes de gestion. Et dans beaucoup de pays où ça a été introduit, ça a été des catastrophes, en particulier pour les travailleurs de bas salaire. Et regardez la semaine dernière, hein, vous avez vu, il y a le scandale de Booking.com. Booking.com, c'est pas l'État. L'État n'est pas intervenu dans le domaine. Résultat, il y a un système privé qui s'est développé, Booking.com, et qui est beaucoup plus coûteux, qui fait un prélèvement sur le secteur hôtelier beaucoup plus coûteux que ce qu'aurait été un service public de réservation hôtelière. Oui. Donc il faut bien voir que le privé, c'est souvent très coûteux. Je ne parle pas d'Exia. Hein, on va faire le bilan. Combien d'Exia ça va nous coûter à nous, Français, à nous, Belges et à nous, Luxembourgeois, par rapport à la situation où on aurait maintenu la caisse d'aide aux collectivités locales, qui faisait un boulot simple, prenait l'argent des Français, et puis le prêtait directement aux collectivités locales, simplement, sans passer par des montages financiers qui effectivement enrichissaient de façon prodigieuse les personnes qui le faisaient, qui fournissaient effectivement de l'emploi à des anciens élèves d'ici ou de Dauphine. Mais bon, dans l'utilité sociale est nulle. Oui, alors j'entends bien. Alors, rebondir sur derrière votre idée d'évaluation. Voilà, derrière le rappel de ces faits, donc de ces scandales, il y a quand même l'idée que vous avez défendu qu'une des priorités peut-être, ce serait de travailler sur le marché du travail. Donc c'est peut-être là que c'est plus efficace d'investir pour l'État. Donc
Est-ce que vous soutenez ce point également, Monsieur Boccara? Je voudrais rebondir sur l'idée d'évaluation, parce qu'on a parlé de l'évaluation pour les dépenses de l'État, pour la sécurité sociale, mais les crédits bancaires, qui les évalue? C'est une énorme question avec un risque systémique énorme, que ce soit le risque pour la monnaie, ou bien la crise financière, le PIB. Et d'ailleurs, le déficit de l'État a doublé parce qu'il a fallu sauver les banques. Pas uniquement. Attendez, j'ai pas dit parce qu'il a fallu premièrement, je suis pas en train d'écrire, et sauver les banques, et éponger, faire l'ambulance sociale de la crise. Il a doublé pour ces deux raisons-là, c'est tout. Donc, cette question de l'évaluation de ce qu'on fait avec le crédit bancaire, et le crédit bancaire, c'est plus le père Goriot qui met son argent dans les banques, c'est tout le monde. C'est l'argent des retraités qu'on joue contre les salariés ou contre les retraités. C'est une grande question en réalité de civilisation. Est-ce que l'argent il est utilisé à développer l'emploi? Parce que l'emploi, c'est pas le ghetto dont on va parler sans parler de la finance. Comme quelqu'un qui dirait, on parle de l'écologie, on va parler du Prévert qui est à côté, excusez-moi pour le poète, ou des petites montagnes isolées, mais on va pas parler de tout l'air pollué sur le périphérique ou sur Paris. On parle de l'air pollué aussi. Donc l'emploi, il est lié à cette finance. Et le grand économiste qui est Keynes, il a dit les deux choses sont liées. Donc, ce crédit, est-ce qu'on évalue s'il développe l'emploi? Non. On le donne pour la spéculation, pour les délocalisations, pour, par exemple, Sanofi a eu 16 milliards à 2% en 2001 ou 2002. Que fait la police? Et la police des banques, c'est la Banque Centrale Européenne. Donc, cette évaluation, malheureusement, l'argent utilisé pour l'emploi ou pour la spéculation, c'est une grande question de société parce que c'est l'argent de tous. Et il s'agit, on a développé ça, il s'agit de le maîtriser. Mais malheureusement, pour le maîtriser aujourd'hui, on s'affronte à des intérêts gigantesques, qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas les miens, qui peuvent devenir demain c'est l'intérêt de quelques personnes qu'on a fait monter dans le gratin, mais qui sont celles de, comme je dis, Mamie Bettencourt, comme j'ai dit à mes étudiants hier, de quelques-uns uniquement, qui font un hold-up par ce pouvoir du capital financier, cet effet de levier d'un tout petit peu qui permet de manier beaucoup. Et excusez-moi, je finis ma logique. Malheureusement, pour instaurer cette évaluation de ce qu'on fait avec les crédits, à quoi ils servent, l'argent de tous, on se heurte à des intérêts tellement puissants qu'il faut en réalité bouleverser les choses. Est-ce que c'est normal, ça? J'ai juste une toute petite question, Monsieur Boccara, si je peux me permettre, Monsieur Lordon, juste une toute petite question à Monsieur Boccara. Je voudrais que vous répondiez très très rapidement. C'est le capitalisme, donc selon vous, est un modèle sans suite. On ne pense pas à demain, on pense à ce qu'on va prendre aujourd'hui, à se mettre dans les poches et à partir ensuite. Donc, il est devenu de plus en plus. D'accord, merci. C'est pas le capitalisme, c'est la logique que porte le capitalisme. Parce que la société, elle est bien plus complexe que ça. Oui. Bien sûr, mais elle n'est pas que capitaliste. Comme l'a dit Christophe, on n'est pas d'ailleurs que capitaliste, on vit aussi autrement, etc. Mais c'est cette logique qui domine là, effectivement, qui va dans le mur de suraccumulation, de folie, et qui aujourd'hui met en cause chacun et tout le monde, du plus haut cadre jusqu'au chômeur. Moi, je vais répondre aussi en partie à votre question en apportant ma petite contribution, puisque nous sommes lancés et bien chauds, à ce tableau d'ensemble de l'inefficacité patentée, non pas du capitalisme en général, mais d'un certain type de capitalisme, celui dans lequel nous vivons. On a passé en revue la Sécu avec Christophe et Henri, le système bancaire, la sélection complètement aveugle et catastrophique des risques avec Frédéric, etc. Il faudrait, parce que c'est peut-être l'une des formes institutionnelle structurante du capitalisme présent, il faudrait parler des brillantissimes résultats du capitalisme ou des entreprises sous contrôle actionnarial, et je devrais dire sous empire actionnarial, car là il y a quand même un sacré sujet. Je veux dire, il y a eu une transformation des structures financières pendant les années 80 qui, vous le savez, a conduit à redonner tout pouvoir à l'actionnaire en rupture avec l'époque fordienne qui était celle, comme l'avait dit John Galbraith, de la technostructure, des managers seuls maîtres après Dieu, dont je ne dis pas que c'était le paradis sur Terre, mais enfin on a vu ce qui a suivi. Le primat du point de vue actionnarial a imposé les normes de rentabilité des capitaux propres que vous savez, normes qu'on résume en général par le chiffre un peu à mulette des 15%, mais enfin la chose n'est pas complètement controuvée. Moi, je me souviens d'avoir suivi la trajectoire explosive des ROE de la BNP à partir de sa privatisation en 1993. La BNP, en 1993, crachait un ROE de 2 à 3% et
juste avant la bulle, le ROE global de BNP Paribas a dû atteindre les 25%. Donc ce sont des évolutions qui sont quand même tout à fait considérables. Or, nous vivons là dans un système qui marche littéralement sur la tête, puisque les actionnaires eux-mêmes interdisent tout investissement qui ne passe pas la barre de rentabilité des 15 ou quelques autres pourcents. Moyennant quoi, les entreprises découragées d'investir si elles ne satisfont pas les conditions actionnariales qui leur sont imposées sont sommées de restituer le cash déclaré oisif par les 10 actionnaires, qui sont ceux-là même qui l'ont empêché de s'investir, vous me suivez, avec des opérations de buyback dont vous connaissez absolument l'énormité. On l'a vu encore récemment avec Apple qui rend son cash aux actionnaires. Tant et si bien que nous en sommes arrivés à un système, le système de la bourse au sens strict du terme, c'est-à-dire des marchés d'actions, des marchés de fonds propres, dans lequel ce ne sont plus les actionnaires qui apportent de l'argent aux entreprises, mais les entreprises qui restituent de l'argent aux actionnaires, puisque vous savez que la contribution nette des marchés d'actions aux États-Unis au financement des entreprises est devenue négative, et de beaucoup. Moyennant quoi, nous sommes dans un capitalisme qui a des propriétés dépressionnaires sur l'investissement, par inhibition actionnariale. Je vous signale que l'investissement et le développement technique se portaient tout aussi bien pendant l'époque fordienne, dans lesquelles les actionnaires étaient croupions et réduits à la portion congrue. Donc là aussi, vous avez une source de distorsion et d'inefficacité, jamais questionnée, car le présupposé, c'est que le privé est bien quoi que fasse le privé, et que le public, c'est abominable. Donc il faudrait se défaire de ce genre de schème de pensée automatique et en revenir à, puisque vous parliez d'évaluation, à des évaluations correctement faite et dans tous les compartiments du jeu. Et ça ne donnerait pas les résultats de la pensée dominante, je vous garantis. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Ça sera peut-être la dernière avant les questions. Donc, on a parlé maintenant d'évaluation des politiques publiques. Maintenant, on n'a pas encore évoqué la question des critères, de qui pourrait bien choisir ces critères et les faire fonctionner. Mais le plus important, peut-être pour le moment, ça va être de vous laisser la parole à vous tous dans la salle. J'imagine que vous avez beaucoup de questions à poser à votre tour. Et je pense que nos invités seront heureux d'y répondre. Alors je vous invite à prendre les micros qui vont circuler et à surtout vous lever, à vous présenter avant de poser vos questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allô. Donc Mathieu Caminade, comme vous, je ne suis qu'alepsie. J'ai donc pas fait de prépa parce que je suis un gros branleur. Et donc on parle beaucoup de néologisme, notamment de néo... je sais pas trop quoi. Mais c'est juste, au bout d'un moment, le capitalisme que vous appelez marché, mais qui n'est autre que du néo-capitalisme au final, et le communisme que vous défendez ardemment, qui est en fait du néo-marxisme, parce que moi aussi j'aime beaucoup les néologismes, j'aurais aimé juste vous poser une petite question. Est-ce qu'on ne serait pas en train de comparer deux idéologies qui ont toutes les deux prouvé que finalement ce n'était que des idéologies? Parce qu'au bout d'un moment, il faut dire ce qui est. Moi, je préfère un Obama. Moi, je préfère un Bill Gates, qui donne 90% de sa fortune pour développer l'Afrique, à un Kim Jong-un, communiste, fils de Kim Jong-il, qui vient de buter sa femme la semaine dernière. Moi, je préfère un Poutine, ah non, pardon, il est communiste, à un Lénine. Merci. Moi, j'aime bien un gentil Poutine qui... Merci beaucoup. Non, Monsieur Poutine, pardon, vient d'être réélu à la tête de la Fédération de Russie et il entame son 3e mandat sur 2 constitutionnels. Alors, au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Merci. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez réagir ou si on passe tout de suite à la seconde question. Voilà, je vous remercie. Alors... Bonsoir. Donc moi, je suis en 3e année grande école. Donc j'ai fait 2 ans de prépa, j'ai eu des cours d'économie, etc. Alors, j'ai 2 questions. Et à l'intérieur de la première question, il y a deux petites questions aussi. Je voudrais revenir sur un livre qui a été écrit par Laurent Maduy, que vous devez connaître, je pense, qui s'appelle « Les économistes imposteurs ». Les imposteurs de l'économie. Et dans lequel il évoque tous les conflits d'intérêts face auxquels font face les économistes dont on nous parle beaucoup en prépa, en l'occurrence. Est-ce que vous pensez qu'un jour, cette situation peut changer? Et est-ce que depuis 1 ou 2 ans qu'il a écrit ce livre, vous avez l'impression que dans
dans vos différentes interventions et conférences, les gens ont pris conscience de ce conflit d'intérêts. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans la mesure où la pensée néolibérale s'est imposée, vous n'avez pas l'impression de vous marginaliser vous-même en vous appelant économiste atterré? Parce que vous êtes avant tout des économistes. Et en vous disant atterré, est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous sortir du débat? Excusez-moi, juste pour les prochaines questions, essayez de garder à 2-3 phrases maximum, sinon tout le monde ne pourra pas poser la question. Merci beaucoup. Vous prenez en note les questions, comme ça après vous pouvez y répondre dans l'ordre qui vous convient, ça sera plus simple. Voilà. Donc on va poursuivre. Bonsoir messieurs, Yazid Arifi, étudiant en HEC. Moi j'aurais une question pour monsieur Lordon. Très simple. Aujourd'hui, en 2013, donc à la rentrée 2013, qu'est-ce qu'un individu de gauche, en vertu de la séparation que vous établissez entre la gauche et la droite, qu'est-ce qu'un individu de gauche est en droit d'espérer, eu égard aux évolutions récentes auxquelles on a droit, notamment sur le dossier des retraites? Et donc une question liée, quel est votre avis par rapport au Front de gauche et sa montée en puissance, enfin si on peut dire, sa montée en puissance des derniers mois et des dernières années. Voilà. Merci beaucoup. Si on a encore du temps pour une dernière question, et après on va commencer d'y répondre. Oui, bonjour, je m'appelle Cyril Gadem. Je suis en première année de BBA et je m'adresse surtout aux professeurs intervenants. L'année dernière, j'étais à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et j'ai eu l'honneur d'avoir M. Rameau comme professeur de compte national. Et je voudrais vous demander si vous trouvez cela convenable de distiller vos opinions économiques dans les cours que vous dispensez. Merci beaucoup. C'est vrai que vous êtes aussi fonctionnaire en tant que professeur et donc conflit d'intérêts oblige, la question se pose. Donc je vous invite à répondre dans l'ordre qui vous conviendra. Monsieur Lordon a l'air parti. Non, alors Henri, quand il a entendu le nom de Mauduit, m'a dit « tu réponds pas ». Alors non, je ne sais pas ce que j'ai brisé quelques lances avec Laurent Mauduit et Edoui Plenel au passage, mais c'est pas, je promets, je ne parle plus de ça. Je veux dire, même s'il venait après toute une série de travaux qui dénonçaient les liaisons dangereuses des économistes et qu'il a consciencieusement omis de citer, parce qu'il venait de secteurs de la pensée critique qui avaient le malheur de lui déplaire. Je veux parler du monde diplomatique, d'Acrimède, de Feu PLPL et le plan B, etc., qui avaient quand même beaucoup travaillé sur ces questions-là. Je n'en suis pas moins fondé à dire que le livre de Laurent Mauduit était salutaire et bienvenu. Cependant, me semble-t-il, c'est peut-être une distinction un peu byzantine, mais je pense que la thèse du conflit d'intérêts n'est pas la bonne. Je veux dire que ces économistes qu'on entend à longueur de temps dire ces choses qui semblent vraiment tenir le discours par la voix de son maître, le discours des banques, le discours de la déréglementation, etc., ne sont pas achetés par les banques. Simplement, ils sont payés pour dire ce qu'ils pensent. C'est peut-être plus grave encore. Et donc, ça pose la question de savoir comment on en est venu à cet état du champ de la science économique où l'écrasante majorité des universitaires d'eux-mêmes ont été convertis à cette pensée-là sans que plus aucune autre pensée alternative n'ait la possibilité de se faire entendre. Alors évidemment, que des économistes soient si bien disposés à l'égard des entreprises, les entreprises ne pouvaient pas le louper. Donc forcément, elles ont fait appel à leurs services, elles les réunissent en cercle, le cercle des économistes, dans des hôtels luxueux, etc., etc. Et ces gens continuent de dire, mais payés assez souvent ou largement défrayés, des choses qu'ils auraient dites de toute manière. C'est un état catastrophique, si vous voulez, de la pensée. Et en effet, la question de savoir si les choses ont changé depuis se pose. Et la réponse est non. La réponse est non parce que les seules réponses, comme toujours, et conformément à l'esprit néolibéral du temps, qui ont été avancées en cette matière, sont à base de chartes, d'éthique, de déontologie et autres couillonnades de ce genre, qui seront envolées au premier souffle de vent, si jamais elles sont tant soit peu respectées. Donc non, ceci n'a absolument pas changé. Quant à savoir si nous avons bien fait en nous déclarant atterrés,
je pense que nous n'avions plus le choix de toute manière. Je veux dire, notre marginalisation est inscrite dans un certain état du champ. D'ailleurs, l'appellation d'économiste hétérodoxe est devenue comme une espèce de stigmate ou une marque d'infamie, parfois même de médiocrité académique, etc. Je veux dire, là aussi, il y aurait des évaluations il y a des évaluations comparées qui se perdent, hein, je vous assure. Donc, la marginalité, finalement, elle est notre condition objective. Et je pense que l'atterrement est un affect que beaucoup de personnes étaient capables de partager, car l'état du monde est effectivement bizarre. Donc moi, je trouve que ce n'était pas une si mauvaise appellation. Qu'est-ce qu'un individu de gauche est en droit d'espérer? Ça, c'est quasiment une question kantienne. Alors, ma réponse est pas grand-chose. J'en ai peur. Alors, évidemment, toute la question, c'est de savoir ce qu'on appelle la gauche. Qu'est-ce qu'un individu de gauche est en droit d'espérer avec un gouvernement de gauche? Ah, mais le gouvernement est-il de gauche? C'est ça la question. Et je veux dire, moi, il m'apparaît de plus en plus, enfin, je veux dire, non, ça fait très longtemps qu'il m'apparaît qu'il ne l'est pas, enfin, qu'il ne l'est pas du tout, à aucun titre, et que c'est par un mélange de paresse intellectuelle, d'inertie et d'habitude qu'on continue d'attribuer le qualificatif de gauche à un parti comme le Parti socialiste. Il faudrait qu'il y ait plein de guillemets partout. Alors comment est-ce qu'on redéfinit conceptuellement ce qu'est la gauche et ce qu'est la droite? Alors moi j'ai ma version de la chose, je ne suis pas sûr que mes petits camarades la partagent, mais je vous la donne quand même. On entend souvent dire qu'il n'y a pas d'alternative. Et la proposition est vraie à l'intérieur d'un certain cadre des structures économiques. C'est-à-dire, en effet, lorsqu'on s'est mis sur le dos la déréglementation financière internationale, le libre-échange sans aucun frein, le modèle européen de politique économique avec banque centrale indépendante, austérité imposée par les critères, les traités, les pactes, les two-packs, le TSCG, etc., il est bien vrai qu'à l'intérieur de ça, il n'y a plus beaucoup d'alternatives. En revanche, il y a une alternative qui demeure toujours, c'est celle de sortir du cadre et de le refaire. Et pour moi, la différence de la gauche et de la droite, elle est là. Elle est dans ce rapport au cadre. Est de droite ce qui reste dans le cadre, est de gauche ce qui veut sortir du cadre et refaire le cadre. À cette aune, vous avez tout de suite compris. Le parti dit socialiste est de droite. Il est évident que ce parti demanderait à être qualifié de fraction modérée de la droite. Et encore, quand je dis modéré, je ne sais pas si j'ai vraiment raison, car regardez quelque chose comme l'accord national interprofessionnel, le rapport gallois, la réforme croupion des banques, etc., etc., je pense que peut-être même que Sarkozy n'aurait pas fait pire. Par conséquent, l'appellation la plus juste à mes yeux pour le Parti socialiste, c'est que c'est la droite complexée. C'est ça la seule différence. Il y a la droite complexée et il y a la droite décomplexée. Bon, voilà les termes de l'alternative politique et électorale. Nous avons à choisir entre la droite complexée et la droite décomplexée. Et je vous avoue qu'en matière d'espérance de l'individu de gauche, ça nous mène pas très loin. Quant à ma position sur le front de gauche, je ne vous la donnerai pas, c'est une position privée. Et bon, j'aurais beaucoup aimé répondre sur la distillation des opinions en cours, mais là, je pense que Christophe le fera mieux que moi. Je vous remercie. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. La distillation des opinions en cours est tout à fait scandaleuse. C'est un fléau. C'est un fléau. Et le problème, voilà, c'est un fléau. Effectivement, c'est un fléau de notre science économique. Effectivement, on a une masse d'enseignants qui, pendant des années, ont répété la vulgate néolibérale, ont répété que les marchés financiers étaient parfaitement efficients, ont répété que le marché était efficace. Et puis, au moment de la crise de 2007-2008, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était complètement bidon, qu'il y a eu des tas de cours de finance qui étaient complètement bidons, qui n'avaient rien à voir avec le fonctionnement réel de l'économie et des marchés financiers. Et c'est pareil, on peut toujours démontrer, un professeur peut toujours démontrer qu'effectivement, le marché a abouti à un équilibre, un optimum de Pareto, n'empêche que le marché, ce point de vue, ne règle pas tous les problèmes qu'on a effectivement liés, par exemple, aux problèmes écologiques, etc. Donc, il y a un choix de l'observation. On pourrait très bien faire un cours d'économie en disant les marchés, c'est foncièrement inefficace. Regardez ce qui se passe sur les marchés financiers, regardez ce qui se passe au niveau de la catastrophe écologique vers laquelle nous allons. C'est un choix. Et je pense que malheureusement, peut-être qu'une grande partie de nos confrères préfèrent faire
de la théorie pure ou des choses comme ça, mais les économistes qui effectivement se donnent comme objectif de penser l'évolution de notre société, se donnent comme objectif de fournir des guides aux citoyens, eh ben, forcément, ils sont proches de nous. Parce que forcément, les grandes questions qui se posent, c'est comment éviter la domination de la finance, comment faire face aux problèmes que pose la transition écologique, comment restaurer l'unité des entreprises compte tenu de la menace de la financiarisation. Ce sont effectivement ceux qui se posent ces questions. S'ils sont une minorité, c'est tragique pour la majorité des économistes qui se posent pas effectivement les questions qui se posent à la société. Merci Monsieur Sardignac. On va laisser un peu de temps où il y a Monsieur Rameau et Monsieur Boccarat de s'exprimer. Oui, je reprends un tout petit peu dans l'ordre en ajoutant, parce que je partage de nombreuses choses qui ont été dites. Le livre de Laurent Mauduit, il a été salutaire, effectivement. La question, elle va encore un petit peu plus loin, on peut ajouter les uns les autres, mais il y a une sélection. Est-ce qu'on peut reciter le titre de cet ouvrage pour que chacun l'entende? Les imposteurs de l'économie, voilà. C'est ça le titre. Si vous voulez le lire. Il montre non seulement les conflits d'intérêts, mais plutôt de quelle position chacun parle, d'où il parle. D'ailleurs, quand on entend machin, économiste de marché, ça veut dire économiste de banque. Bien sûr, on ne lui dit pas, tu dis ça. Mais on a sélectionné, on a pris ceux qui. Et c'est... Vous voyez, on parlait de l'Union soviétique, mais c'est une sélection très contre-efficace des élites, hein, qui n'a rien à envier au soviétisme, qui n'est pas le communisme. Mais, oui, il faut un peu de rigueur dans les mots, sinon c'est de l'idéologie pure, comme dans la question qu'on a eue, qui était purement idéologique comme question. Alors, mais l'autre chose qu'il y a derrière ça, c'est jusque dans l'administration, la sélection. Alors, quelle est la deuxième spécificité des intérêts dont on n'a pas assez parlé ici? Parce que vous n'avez pas posé la question, et on s'est poliment quand même conformé à vos questions. Nous formulons des propositions. Et pas seulement des propositions qui disent « si le monde était autrement, on ferait ça », même si nous pensons qu'il faut un autre cadre éventuellement. Nous proposons des propositions à partir du monde actuel. Et c'est ça qui est très important. Et qui nous a rassemblés. Et des propositions à partir d'un constat qui est ce qu'ils font va en réalité contre l'unification des peuples d'Europe, contre l'unification au bon sens des peuples d'Europe, est en train de détériorer l'idée européenne, on en a la preuve dans les 3 ans, et il faut de toute autre proposition parce que nous voulons, au contraire, être utiles, et à partir de la situation actuelle, même si nous pouvons avoir des positions plus révolutionnaires, plus radicales, ou même si leurs implications, nous pensons qu'elles sont plus révolutionnaires et plus radicales. C'est quand même très important, cette idée qu'il faut maîtriser le crédit, une toute autre sélectivité du crédit, qu'il faut des dépenses publiques d'une toute autre façon. C'est des choses très importantes. On n'a pas développé. Alors, la gauche. Parce que je crois que les gens ont leurs fractures internes. Il y a une vision de l'argent purement morale. Et il y a des gens à gauche qui disent « l'argent pas touche parce que c'est pas ma morale, c'est pas beau en soi ». Et ils sont devenus ensuite des gens qui disent « moi j'ai un cœur, et puis sur l'argent je fais confiance aux techniciens ». Et on a toute cette récupération technocratique de la gauche actuelle qui gouverne, qui est le Parti socialiste. Et à mon avis, l'enjeu majeur, c'est de comprendre à quel point l'argent et le social sont des choses reliées, profondément reliées, et ne c'est pas une question purement morale, l'argent. C'est ça, la grande chose. Et c'est là-dessus que la gauche doit faire son aggiornamento. Et si on pouvait parler du front de gauche, j'éviterais d'en parler trop, malgré tout, mais sa force, c'est quand il fait des propositions et quand il met le doigt sur ces questions de l'argent, comme sur la Banque Centrale Européenne. Sa faiblesse, c'est quand il se contente de dénoncer à blanc des choses. Sa force, c'est quand il apporte à la société en montrant le coût du capital, 309 milliards, les cotisations sociales des entreprises, 2 fois moins. Alors, sur quoi il faut faire l'effort? Après, on discute, on regarde. C'est plus compliqué que ça, la vie.
Alors, on a parlé de la comptabilité nationale. On n'en a pas beaucoup dit de mots. Quand même, il y a un peu... on a eu 20 ans de charlatanerie sur la comptabilité, qui ont mis en cause la comptabilité nationale. C'est notre ami Olivier Weinstein qui le racontait à l'Assemblée générale des atterrés. Les économistes classiques ont montré l'importance de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, avant qu'on ait produit, on n'a pas produit. Et après qu'on ait produit, il y a quelque chose de supplémentaire qui s'est fait. Il y a une valeur ajoutée. Il y a des entrants, il y a des intrants. Et ce n'est pas la même chose quand on a de la farine, de l'eau, et quand on a du pain, il y a une valeur qui a été ajoutée. Et ce détournement qui a fait partie de la révolution néolibérale, de dire c'est la valeur actionnariale qui compte, c'est terrible comme obscurantisme. Cette question de la valeur ajoutée est décisive. Et je crois que franchement, on doit beaucoup y revenir, et notamment pour évaluer l'efficacité de toutes nos politiques. Et ça m'amène sur la question qui t'a été posée, parce qu'elle me concerne aussi. Nous tous, nous faisons des enseignements. Alors, je suis amené à parler, je fais un cours de microéconomie, vous voyez. Alors, j'ai demandé à faire microéconomie et analyse de l'entreprise, parce que pour moi, ce n'est pas la même chose. Je fais les deux. Et quand les étudiants me disent « Mais pourquoi il y a des hypothèses aussi folles ?» Je suis obligé de répondre. Et je suis obligé de parler de Jevons, le fondateur de la microéconomie. Qu'est-ce qu'il dit, Jevons? Celui qui a nié la valeur ajoutée. Est-ce qu'on va taire ce qu'il dit ou est-ce qu'on va raconter ce qu'il dit? Dans son ouvrage fondamental, l'économie politique, je crois que ça s'appelle, il explique, en 1871, juste après la Commune de Paris, nos classes de, je cite de mémoire, hein, mais j'ai l'habitude de le dire en cours, c'est à peu près ça. Nos classes de travailleurs, en 1871, ont tellement développé leur pouvoir d'organisation et leur puissance qu'elles menacent notre richesse. Qui est le nôtre? On ne sait pas. Tiens, d'où il parle? Ça nous ramène à Mauduit. Et alors là, un morceau de bravoure, c'est en introduction, c'est pas dans Gala où il commande son livre, hein, c'est dans son livre. Gala n'existe pas, je sais, à l'époque. Nous devons donc, j'aime ce donc, développer une théorie où le travail ne soit jamais la cause de la valeur. On appelle ça de la science. Ben, c'est terrible. Et nous, on va se taire. On ne va pas le dire à nos étudiants. Non. Et alors je suis effectivement, c'est compliqué, on est obligé de leur dire, et de leur dire, mais il y a des outils qui peuvent vous servir, il y a une réflexion qui vous sert, mais l'entreprise n'existe pas en microéconomie, en réalité, parce que le travail n'existe pas, mais si on la déplie, on voit que c'est compliqué, une entreprise, c'est pas simple. Voilà. On est obligé de parler des réalités. Et forcément, on donne son opinion. Ce qu'il faut, c'est dire, je donne mon opinion. Et c'est amener toute une richesse, et amener les gens, effectivement, à réfléchir. Voilà. En réalité, on se pose des problèmes que tout le monde se pose, mais on ne veut pas les voir. Et je crois que Frédéric a raison sur l'évaluation. On devrait beaucoup plus faire débattre les économistes entre eux, entre hétérodoxes et orthodoxes. Je vous remercie, M. Boccara. Si M. Armaud, vous voulez terminer en quelques mots, ce serait bien. Comment dire, tout d'abord, je reprends le fil d'une question importante que vous nous avez posée, auquel on n'a pas été en mesure de répondre, on n'avait pas le temps, mais sur la question des alternatives, et notamment sur l'économie de l'entreprise. En fait, on ne vous l'a pas dit, mais on est venu ici pour recruter. Hein, c'est-à-dire que, bras ouverts, hein, si effectivement on a déjà des gens qui travaillent là-dessus, mais insuffisamment, si je suis convaincu qu'il y a des enseignants ici ou des étudiants qui sont prêts à nous apporter leur expertise. Attention, on va évaluer après. Hein. On est pour l'évaluation, on est d'accord. Hein. Mais voilà, une expertise antilibérale, parce que c'est quand même ce qui nous rassemble. Ben vraiment, sincèrement, c'est pas un effet de manche. Vous êtes vraiment sincèrement bienvenus, parce qu'on en a besoin. Voilà, très bien. Donc c'est dit. Ensuite sur la question de l'idée, hein, pour nous, c'est sur la politique, tout ça. Ce qui nous rassemble, c'est qu'on est contre le néolibéralisme. C'est ça qui nous rassemble. Voilà. On ne demande pas la carte, ou l'absence de carte à l'entrée des économistes atterrés. D'accord, voilà, donc il y a des gens aux économistes atterrés qui sont au Parti Socialiste, qui font partie de la gauche du Parti Socialiste, et ils sont très bienvenus. Eux, ils jugent, à tort ou à raison, peu importe, qu'il y a encore des choses à faire au Parti Socialiste. C'est leur droit. On n'a pas de jugement collectif à porter là-dessus. D'autres jugent que c'est terminé. Frédéric a exprimé sa pensée. Voilà. Mais y compris, il peut y avoir des économistes de droite qui peuvent parfaitement, pourquoi pas, à la rigueur, moi, entre un économiste de droite... je sais pas quoi, de la vieille droite, le gaullisme social, je sais pas si ça existe encore, c'est pas exactement mon domaine de compétences privilégié, et puis un économiste de gauche totalement libéral, à la rigueur, ça me dérange absolument pas de discuter, enfin de travailler avec le premier. Donc je rebondis sur la question qui m'a été posée, vous avez eu des automatismes auditifs qui fait que vous avez mal écouté, mais peut-être que la langue a fourché, la question qui m'a été directement adressée. Vous avez dit
monsieur m'a dit, monsieur Rameau, vous n'avez pas honte d'exprimer vos opinions économiques. J'imagine que vous vouliez dire politique, mais en fait vous avez dit économique. Si vous aviez dit politique, là j'aurais été bien gêné parce que je vous assure que mes opinions politiques, enfin entendues comme inscription dans une trajectoire politique donnée, elles sont tellement sinueuses que je suis bien incapable de les formuler simplement. Donc je ne les formule pas, je vous assure. Par contre, sur mes opinions économiques, le mot opinion est peut-être un peu malvenu, mais oui, bien sûr. Je dis toujours à mes étudiants, j'efforce toujours de dire les étudiants, que sur chaque objet de l'économie, il y a au moins 2 grandes théories, il y en a d'autres. Mais il y a une cohérence libérale qui a sa cohérence qui est parfaitement respectable. Et je pense, la cohérence libérale, au fond, ça consiste à dire que le tout est réductible au jeu des parties. Que l'intérêt général est réductible au jeu des intérêts particuliers. C'est une cohérence parfaitement respectable d'un point de vue théorique. Voilà. Et ça conduit bien entendu à faire l'idée que la concurrence de chacun, la lutte de tous contre tous va conduire à un intérêt général, puisque chacun va produire plus, ça va bénéficier à tous. Vous connaissez l'histoire. Ça, c'est la cohérence libérale, parfaitement respectable. Et puis il y a une autre cohérence, keynésienne ou marxo-keynésienne, vous appelez ça comme vous voulez, qui consiste à dire, le tout n'est pas réductible au jeu des parties. L'intérêt général n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. Et moi, je dis toujours à mes étudiants, voilà, il y a 2 cohérences, il y en a au moins 2. Il y a 2 théories, il y a 2 opinions, j'aime pas trop ce terme. Et moi, j'affiche. Je vous dis d'emblée quelle est la mienne. Je préfère que vous soyez au courant, mais je vais m'efforcer de représenter les 2 cohérences, mais je ne vais pas jouer de la fausse neutralité. Il y a plusieurs théories économiques, il y a plusieurs façons de penser l'économie, et je pense qu'il est quand même mieux pour les étudiants, y compris, de présenter, quand on est enseignant, plutôt dans quelle inscription on se situe. Alors sur la comptabilité nationale, à Paris 1, nous sommes une des dernières universités en France où en premier cycle il y a de la comptabilité nationale. Pourquoi ? Parce que dans d'autres universités, et vous voyez là que l'éloge du pluralisme et des libertés, ça a changé de camp. Dans la plupart des universités de France, les économistes néoclassiques libéraux ont jugé que la comptabilité nationale, c'était plus utile. Ça ne sert à rien. Il faut faire de la micro, des petits modèles théoriques, ou de la macro, qui est en fait de la micro réaménagée. Il faut faire de la micro, fondamentalement. Et donc, on a supprimé quasiment systématiquement les cours de comptabilité nationale. Je ne sais pas où ça en est à l'ESSEC. Mais voilà, la comptabilité nationale, vous savez, c'est ce qui permet de savoir pourquoi le PIB, c'est 2000 milliards en France. Comment ça se répartit entre... C'est magique, le PIB, c'est génial. On a le même chiffre, 2000 milliards, pour la valeur ajoutée. Et c'est là qu'on découvre que, par exemple, la contribution au PIB des fonctionnaires en France, c'est 350 milliards. 350 milliards, ça veut dire que c'est 1/3. La contribution au PIB des fonctionnaires, ce qu'ils produisent, les fonctionnaires, comme valeur ajoutée, c'est 1/3 de ce que produisent les salariés des SNF, c'est-à-dire des sociétés non financières, les entreprises de droit commun. Vous allez me dire, monsieur, ça fait que 1350 milliards, il en manque 650. Oui, il y a les sociétés financières, on a du mal à évaluer leur valeur ajoutée, mais enfin, on considère malgré tout que c'est utile, donc on l'évalue à 80 milliards. Après, il y a les ménages, c'est énorme, les ménages, il y a les entrepreneurs individuels dedans, enfin, pour plein d'autres raisons, bref. Mais voilà, la contribution, grâce à la comptabilité nationale, on peut dire que la contribution au PIB des fonctionnaires, c'est 1/3 de celle des salariés de droit commun qui travaillent dans les entreprises. C'est quand même pas mal, la comptabilité nationale. On comprend pourquoi certains n'aiment pas trop ça, en fait. Bon, donc, et pas avec le même chiffre, on peut dire, ça sert soit à la consommation, soit à l'investissement. Attention dans la consommation, Dans la consommation, il n'y a pas simplement la consommation de biens ou de services. Il y a la consommation de services non marchands. Vous consommez des services publics. Ça rentre... La comptabilité nationale permet de visualiser ça. Donc voilà, effectivement, j'arrête là. Merci beaucoup, monsieur Rameau. Merci beaucoup. Alors, on va clore ce débat. J'espère que maintenant, le débat continuera dans vos esprits, comme on en a parlé au début avec monsieur Lordon. Et donc, je vous invite à poursuivre la soirée de façon moins formelle au cocktail avec nous. Peut-être que certains de nos invités continueront la soirée et seront ravis de répondre à vos questions. En tout cas, merci pour votre présence ici ce soir et à très bientôt au Mardi de l'ESSEC. Bonne soirée.